Maintenant ouvrir une page spéciale dans cette émission car j'ai voulu donner la parole à trois femmes qui dénoncent la violence, les insultes et les viols du même homme. Un homme avec qui elles ont été en couple, un homme qui leur a fait un enfant, un homme qui était un monstre. Alors, commençons par le début de cette histoire avec Nadège. Elle a 27 ans quand elle rencontre celui qui va changer sa vie à tout jamais. Il s'appelle Louis, un véritable gentleman, doux et touchant au départ, qui séduit Nadège par son apparente générosité. Pourtant, derrière le masque bien lisse se cache un véritable monstre qui va faire vivre un enfer à Nadège durant des mois. Dans un instant, elle sera sur ce plateau pour nous raconter son histoire et le combat qu'elle mène depuis le jour où elle a décidé de se battre contre cet homme. Car c'est grâce à son courage que d'autres victimes vont sortir de l'ombre et vous les entendrez également. Mais avant d'en parler avec Nadège, retour sur 2 ans de calvaire conjugal. Nous sommes à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, à quelques encablures de Paris. Ici, en mai 2010, Nadège travaille dans une brasserie. Quand elle rencontre Louis. Elle a 27 ans, il en a 36. Louis raconte ses galères, ses 4 ex qui lui ont fait des enfants dans le dos et le petit dernier, atteint d'un cancer. Nadège est touchée par cet homme en apparence doux et sensible. Et très vite, leur relation prend de l'ampleur. Au bout de 2 jours qu'on était ensemble, on croise sa sœur et son mari à côté de chez lui. Il lui dit je te présente, voilà Nadège, c'est la femme de ma vie. Je veux des enfants avec elle, je veux me marier avec elle. Et moi j'étais à côté, j'étais super gênée parce que ça faisait pas longtemps. En même temps c'est super flatteur. Au bout de quelques semaines, Louis s'installe chez Nadège et lui promet une vie de princesse. Mais la jeune femme ne va pas tarder à déchanter. Au bout de 2 mois, elle présente Louis à sa famille. C'est alors qu'il devient soudainement violent et prend Nadège à part pour la rouer de coups. Il m'a pris par le cou, il m'a plaqué contre le mur, il m'a craché dessus, après il m'a frappé avec la paume de sa main. Et du coup, là, je commençais vraiment à avoir peur de lui, en fait. Sur le retour, dans la voiture, il la frappe de plus belle. Nadège craint pour sa vie. Et elle va tenter à plusieurs reprises d'échapper à son emprise. Mais elle n'y parvient pas. Cet homme lui fait même quitter son travail. L'isole de ses amis et de sa famille. Nadège n'est plus que l'ombre d'elle-même. Louis lui impose également des rapports sexuels particulièrement cruels. Et elle tombe finalement enceinte de lui. Et alors qu'elle en est à son 8e mois de grossesse, elle va subir un énième viol de la part de son conjoint. J'avais beau hurler de douleur, de désarroi, de je ne sais pas, de tout. Et en fait, il continuait. Au début, je me débattais en fait à mettre mes mains et tout, à essayer de le retenir et tout. Et en fait, après, j'avais plus la force du tout, parce que là, il était en train de me tuer en fait. Nadège saigne. Elle a peur d'avoir perdu le bébé. Louis refuse de la conduire aux urgences. Finalement, elle accouchera plus tard d'une petite fille. Un accouchement qu'il filmera sans son consentement. Nadège n'en peut plus. À l'été 2012, après avoir de nouveau craint pour sa vie et celle de sa fille, elle trouve le courage de le quitter. Dans la foulée, elle va porter plainte pour violence conjugale, puis pour viol. Mais avec une angoisse, va-t-on la croire? Comment prouver un viol conjugal et des années de souffrance à huis clos? Retour en direct sur le plateau de Crimes et Faits divers, la quotidienne, avec Nadège qui nous a rejoint. Bonjour Nadège. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vous êtes le point de départ de cette histoire. Hélas, j'ai envie de dire, parce que les choses ont assez vite mal tourné avec vous. Vous avez rencontré Louis en 2010. Oui, c'est ça. Vous étiez gérante de brasserie. J'étais responsable d'une brasserie en fait chez un ancien patron, donc j'étais là en dépannage. Et voilà. Et Louis était un habitué.
Oui, mais dès le premier jour, bon, je l'ai vu dès le premier jour et tous les jours en fait. Mais bon, ça s'est passé très rapidement. Vous avez assez vite craqué sur lui, en fait? Non, pas craqué, parce que c'est pas du tout quelqu'un qui m'intéressait. Il était, je le trouvais assez hautain, il parlait fort, enfin pas du tout le genre vers qui je me serais retournée. Ensuite, voilà, j'avais un souci de voiture. Il m'a entendu en fait parler de ce souci-là. Il s'est proposé en me disant, ben, j'ai un pavillon à côté, je pourrais m'en occuper. Au début, je refuse parce qu'on se connaissait pas, et j'ai fini par accepter. Et puis voilà, donc en fait après tous les soirs j'allais le voir pour où ça en était la voiture, il a mis longtemps à la réparer. Voilà, donc tous les soirs, après il me dit attends, je te raccompagne chez toi, et voilà. Après quand je dis tout ça, ça se passe en 10 jours. Hein. Ouais, et finalement pour vous, c'est quoi? C'est un peu le prince charmant? Non, je dirais pas prince charmant. Parce qu'au début j'ai plus eu beaucoup d'empathie pour lui, parce que très vite il m'a raconté donc un peu son passé. Donc tout de suite il m'a parlé comme quoi il avait 4 enfants de 4 femmes différentes, dont un qui était malade, qu'il avait un cancer. Du coup voilà, que toutes ses ex en fait sont toutes parties avec le bébé, et que de toute façon lui il voulait plus d'elle, et que c'était toutes des folles. Voilà, j'avais qu'une version, c'était la sienne. Donc voilà, donc après oui, ça peut surprendre en fait de me dire pourquoi il a 4 enfants de 4 femmes différentes, ça aurait pu un petit peu me faire tilter, mais non, il parle très vite du petit qui était malade, et voilà, et donc du coup après je le trouve un peu moins hautain, beaucoup plus simple en fait, et je me dis du coup oui, il se donne peut-être un genre, mais en fait c'est quelqu'un qui a pas eu de chance dans sa vie, quoi. Ouais, et assez vite quand même, il va vous faire des compliments et il va vous dire que vous êtes la femme de sa vie? Oui, la première fois, c'était devant sa sœur et son mari, en fait, qui dit regardez, je vous présente, c'est Nadège, c'est la femme de ma vie. On n'était même pas encore ensemble, hein, il m'avait pas encore embrassé ni rien. Alors moi, toute rouge, toute gênée. Et du coup, voilà, il m'a dit si, c'est vrai, j'ai vraiment eu un coup de foudre, t'as tout ce que moi je désire. Enfin voilà, j'ai pas eu de chance. Il me dit toi, je sais, je le sens. Et il va venir s'installer chez vous rapidement? Oui. Parce que en fait, il me parlait qu'il me disait qu'il ne fallait pas que je monte chez lui, parce que il reçoit ses enfants, donc par respect, il me dit je peux pas monter les filles chez moi. J'ai trouvé ça très respectueux. En fait, pour moi, c'est une très grande qualité en fait qu'il avait. Il me raccompagnait chez moi. Moi, je voulais pas le faire monter parce que moi, mon chez moi, c'est un peu sacré, c'est mon cocon. Et après, lui, il était un peu insistant en disant si tu me fais pas monter, c'est que t'as quelque chose à cacher. Donc pour lui dire écoute, non, j'ai rien à cacher. Vas-y, si tu veux, monte. Et puis du coup, tous les soirs il me raccompagnait, mais tous les soirs il dormait chez moi, quoi. Donc il s'est installé petit à petit, et les choses ont commencé à basculer au bout de 2 mois environ, quand vous êtes allé avec lui dans votre famille. C'est ça, déjà il avait beaucoup insisté pour que je parle de lui en fait à mes parents, parce que ma mère, on s'appelait tous les jours au téléphone, et effectivement j'en parlais pas. Moi je suis quelqu'un de très pudique, je parle pas de mes histoires, j'en ai pas eu beaucoup non plus de toute façon. Et ensuite il me dit regarde, moi j'en ai parlé à toute ma famille, du coup je me culpabilise un peu, je me dis ouais c'est vrai, c'est peut-être moi. Il y a beaucoup de culpabilisation. Quand vous racontez, on a le sentiment qu'à plusieurs reprises en fait, il vous fait culpabiliser pour que vous craquiez en fait pour lui. C'est ça, parce qu'en fait après on se posait la question, je me dis est-ce que c'est moi qui suis peut-être un peu trop froide, qui ai peut-être trop de principes en fait, trop pudeur, et du coup voilà, donc il me donne le téléphone et puis il me dit vas-y appelle ta mère, enfin voilà, donc je lui dis voilà maman, j'ai rencontré quelqu'un, je suis amoureuse, et vu que lui elle était du 4 juillet, ma maman donc du 5 juillet, en fait l'anniversaire, on a dit ce serait l'occasion des rencontres et de fêter l'anniversaire. Et ce soir-là, les choses vont mal se passer, en fait, parce que, alors c'est assez surprenant, parce qu'il va faire une crise de jalousie par rapport à votre frère. Oui. Oui, en fait, je m'étais changée dans l'après-midi, je me suis mis en robe, et puis quand je suis descendue, donc mon frère, il me prend par le bras, et puis moi, il me fait tourner en me disant, ma soeur, c'est votre frère, c'est votre famille, c'est... Enfin, voilà, donc, et puis ensuite, non, il m'a pris à part dans la chambre en me disant, mais regarde, ton frère, je sais, c'est pas normal comment il te regarde, il me dit, regarde ton cul, enfin, tout ça, moi, je sais, moi, je le sens, tu sais, dans les familles, il se passe des choses, des fois, moi, choquée, j'ai dit, non, mon frère, non, enfin, il me dit, t'es sûr qu'il s'est jamais rien passé entre toi et ton frère? Ah non. Ah oui, d'accord. Enfin, oui, c'est vraiment, on est dans la parano oui. totale. Déjà, la jalousie avait déjà commencé un peu avant, sur le téléphone. Bon, j'ai des numéros de téléphone, vu que je suis dans la restauration, donc j'avais beaucoup de numéros d'extra, enfin, des serveurs, enfin, tout ça. Et donc, il m'a dit, maintenant, tu travailles plus, parce que bon, il m'a fait quitter mon travail,
très rapidement, donc avant la rencontre de chez mes parents. Donc c'est-à-dire avant 2 mois. Oui. Oui, donc vous quittez votre travail, donc vous êtes à sa merci. Et ce soir-là, chez vos parents, au retour, les choses vont encore empirer dans la voiture. Oui, bah déjà chez mes parents, ça a été assez violent parce qu'il m'a pris par la tête, il m'a poussé et du coup il m'a poussé le nez en fait contre la coudoir en bois donc chez mes parents, donc j'ai commencé. Ils n'ont rien vu, ils n'ont pas vu ça. Non, ils ont vu. Voir ma mère, elle était juste dehors, donc elle a entendu juste les cris. Et en fait, ça venait juste de se passer, ça a 2 secondes. Donc ma mère me voit en sang, lui il dit regardez, votre fille, elle est complètement bourrée, elle est tombée. Alors que ma mère a vu, je ne bois pas d'alcool, donc toute la journée je n'ai pas bu d'alcool, mais lui maintient que je suis bourrée et que je suis tombée toute seule. Et ma mère a dit non, c'est pas possible. Et puis voilà, puis moi j'ai dit non, tu m'as pris la tête. Malheureusement, quand j'ai voulu faire le geste, je lui ai fait une petite griffure de chat sur le front, et c'est là où il m'a plaqué contre le mur et qui m'a craché dessus et qui m'a frappé sur le visage. Et ensuite, mon père est descendu, il a réussi à, encore une fois, de faire prendre pitié. En fait, son fils, il est malade, c'est pour ça qu'il pète les plombs. Et vu que mon père, il a été 2 fois veuf, il a eu beaucoup de malheur dans sa vie, donc il se dit... faut le comprendre, peut-être que... Et je sais pas, et moi j'ai senti un truc que c'est pas un homme qu'on quittait comme ça. Donc même s'il me disait, écoute, si tu veux rester, reste, moi je pars, ce sera fini entre nous. Donc j'avais pas peur que ce soit fini entre nous, mais je sentais que ça allait pas se finir comme ça et que, donc pour éviter le bordel chez mes parents et que ça dégénère vraiment, donc j'ai préféré, moi, vous avez calmé le jeu, en fait. et repartir avec lui. Et vous repartez avec lui dans la voiture? Oui, mais même sans dire au revoir, on est partis comme des voleurs, quoi. Et là, ça recommence. Et là, ça a recommencé, il s'est arrêté. Et là, il m'a fait descendre de la voiture. Et c'est là où vraiment j'ai vu son vrai visage, en fait, en me disant, mais tu m'as pris pour un PD ou quoi, en fait, de me parler comme ça. Alors que je n'avais pas répondu. Puis il me dit, moi, tu sais pas qui je suis, tu sais pas de quoi je suis capable. Il me dit, tu vois, là, au fond, il me dit, moi, je suis capable de t'enterrer ses pieds sous terre. Et... du coup, vous étiez dans la forêt, c'est ça, dans un bois? Non, en fait, au fond, en fait, dans une aire d'autoroute, en fait, c'était une station-service. Donc au bout, il y a les camions en fait qui se garent et du coup, il y a toujours un peu d'herbe. Enfin, il y a les arbres et du coup là, c'est tout sombre. En fait, il y a pas la lumière. Quand on va au fond des parkings, il y a pas de lumière. Et il vous frappe à nouveau à ce moment-là. Et là, il me refrappe, violemment. Il fallait que je le regarde dans les yeux. Donc, il me frappait sur le visage. Que sur le visage de toute façon et là toujours en fait avec sa paume là très violemment et à chaque fois c'était regarde-moi dans les yeux et puis bim il m'en remettait une et là j'ai eu vraiment très très peur pour ma vie quoi. Et on se dit à ce moment-là la solution c'est la fuite, c'est le quitter, c'est partir, c'est ce qu'on dit de l'extérieur bien évidemment. Non, alors pas à ce moment-là parce que c'est d'une telle violence en fait qu'on peut même pas réfléchir parce qu'on n'arrive même pas à réaliser en fait ce qui vient de nous arriver. Vraiment, c'est le lendemain en fait quand je me suis regardée dans la glace, surtout, et que là je me suis dit non, je me suis pris en photo d'ailleurs et que j'ai effacé tout de suite en fait parce que j'avais peur qu'il tombe dessus mais voilà. Mais après il est revenu tout de suite avec les excuses. Et en fait à chaque fois il frappe, il s'excuse derrière. Et vous pardonnez? Non, en fait la première fois il s'est excusé, j'ai pardonné, j'apprends aussi que je suis enceinte, donc du coup il y a beaucoup de choses qui se mélangent en fait et donc je me dis on va voir parce que déjà sur la grossesse il était très insistant là-dessus en disant moi je veux un enfant avec toi, c'est le seul enfant que j'aurais désiré parce que les autres enfants moi je les ai pas désirés parce qu'on me les a fait dans le dos, il dit avoir un mini-nous comme il disait, un petit Kinder surprise et du coup voilà, donc là j'apprends que je suis enceinte, je suis à moitié bloquée, à moitié je me dis peut-être que je sais pas, peut-être ça changera parce que tellement il était en demande de cet enfant-là. Et du coup voilà, donc là après on déménage juste après parce qu'on a eu la réponse pour la maison, on déménage en pleine campagne, donc dans le 77 et voilà, et là je fais une fausse couche et là je me dis que j'ai mal vécu, mais je me suis dit c'était un signe du destin. Je me suis dit là il n'y a plus rien qui me retient en fait avec lui, donc c'est peut-être un signe en fait pour que je parte. Et juste avant quand même, parce qu'on a parlé des coups, mais il y a aussi des viols à répétition. Oui. Ça vient très rapidement aussi, notamment la sodomie qui vous dit au début ah bon, t'as jamais essayé, tu verras, j'en suis sûre que tu vas aimer. Il me dit c'est en faisant qu'on aime. Et moi j'ai dit non, chacun sa sexualité, mais en tout cas moi c'est pas la mienne. Donc non. Et en fait la première fois que ça s'est passé, c'était dans une voiture et il a prétexté en fait avoir glissé.
J'ai eu extrêmement mal et il me dit ah pardon j'ai glissé, enfin voilà, et après à chaque rapport en fait il est insistant là-dessus et puis de toute façon il vous laisse pas le choix. Comme il dit je fais juste un aller-retour et Vous dites sodomie, fellation, en fait, qu'il vous imposait, en fait. oui, et fellation c'était tout le temps, tous les jours, c'était des vingtaines, des trentaines de fois par jour et je n'exagère pas du tout. Une vingtaine, une trentaine de fois par jour? Ouais, tout le temps. On regarde la télé, je cuisine, enfin partout, c'était tout le temps. Il arrivait, il baissait son pantalon, il dit vas-y, suce-moi. Même des fois, il était même pas en érection, qu'il fallait quand même. Qu'est-ce que vous aviez, vous, dans la tête, dans ces moments-là? Je sais pas. Là, à ce moment-là, en fait, au fond de moi, je sais que c'est pas normal ce que je vis. Mais après, bon, il travaille pas, il est 24 heures sur 24 en fait sur vous, donc du coup, en fait, il vous laisse même pas le temps de réfléchir en fait. Donc c'est comme si j'avais perdu en fait tout sens en fait logique de tout. C'est compliqué à expliquer. Vous arriviez à en parler à l'extérieur, à vos parents, par exemple? Non, les vos violences. Parents, ils n'étaient pas inquiets, vos parents, de vous savoir avec lui? Non, sur les violences, je leur ai pas dit que sur l'aire d'autoroute, ça avait recommencé. Il me semble que je l'ai dit après, pas sur le coup. Et les viols, non du tout, parce que déjà, je n'étais pas consciente que c'était des viols. Donc voilà. Ensuite, oui, c'était plus les violences que oui, j'en ai parlé. Après, bien sûr que, bon, après mes allers-retours, mes parents, bien sûr, qui se sont inquiétés. Mon père a débarqué un jour en surprise, que j'ai envoyé balader. Parce que ça commençait un peu à s'embrouiller entre deux. Et puis j'ai tellement eu peur que, du coup, j'ai dit à mon père, de toute façon, t'as pas débarqué là, t'es pas chez toi, dégage. Ouais, vous avez eu peur en fait qu'ils s'affrontent tous les deux et que les choses se passent mal. Donc en fait j'ai préféré moi recevoir que ce soit mon père. Quand vous avez fait votre fausse couche, vous avez décidé de partir. Vous avez pris votre courage, j'ai envie de dire. Ouais, je suis partie après encore une grosse dispute en fait où j'ai encore une fois eu très très peur. Et donc là je m'enfuis. Parce que je pouvais pas planifier mon départ, donc c'était tout le temps, parce que vu que lui ne travaillait pas, donc c'est compliqué à partir. Donc quand il partait, exemple au tabac, et je savais qu'il y en avait pour 15-20 minutes, donc j'avais 15-20 minutes pour partir, donc j'avais pas le temps de prendre un sac avec ni même une culotte, rien du tout. Je prenais même pas le temps de mettre des chaussettes dans mes chaussures. Je partais comme ça à travers les champs. Et donc je décide de partir au mois de septembre et là je pars à travers les champs. Dès qu'il y avait une voiture, je me cachais dans les herbes parce que j'étais persuadée que de toute façon il allait me chercher de partout, donc il pouvait être de partout en fait. Donc je me réfugie dans une église, j'arrive à téléphoner parce que j'avais plus de téléphone non plus. J'arrive à téléphoner à ma mère qui me donne les coordonnées d'une amie à elle et qui vient me chercher jusqu'à là-bas. C'est un cauchemar en fait ce que vous racontez. Ouais, il y a pire encore, on dirait, mais bon, les départs, c'est compliqué. Après, pourquoi on y retourne, c'est compliqué aussi à expliquer. Il y a beaucoup de culpabilité, encore une fois. Surtout, le après, quand j'apprends que je suis re-enceinte, en fait. Ouais, parce que vous retournez, en fait, après ça. Oui, après cette scène-là, oui, j'y suis retournée. Parce que je sais pas, je voulais croire en fait en ce qu'il me disait, je sais pas. Et en fait, on aurait dit que dehors, j'étais complètement perdue et j'avais encore plus peur à l'extérieur qu'à l'intérieur avec lui. Donc ça peut paraître paradoxal. Juste un mot peut-être là-dessus, parce qu'on a besoin d'éclairage, parce qu'elle le veut, vous êtes psychanalyste et vous êtes notre expert aujourd'hui. Pourquoi retourner et là, vous n'êtes pas la seule, parce qu'il y a beaucoup de femmes comme ça qui sont sous emprise en fait. Oui, c'est de l'emprise et à ce moment-là, on n'a même plus conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire que on est dans une déréalisation, on est réellement, mais dans le fait que c'est l'autre qui possède votre cerveau, qui vous amène à subir ces choses, mais on n'a pas conscience de les subir. C'est après coup, effectivement, que le cauchemar, comme vous le décrivez, effectivement, se ressent et qu'il faut, à un moment donné, mais l'exorciser, si je puis utiliser ce terme. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes parti vraiment ? Alors la dernière fois, le départ définitif, c'est ma fille. Parce que quand j'ai accouché d'elle, en mai 2011, je lui ai fait une promesse. Parce que vu que, déjà j'ai fait la fausse couche avant, est-ce que c'est dû à toutes les violences et tout ce stress, je ne sais pas, on ne le saura pas. Et vu que pendant toute la grossesse, avec toutes les viols, toute cette violence, ma fille est née à terme, en pleine santé. Et pour moi, si
suis désolée, ça va me faire remonter des émotions. On comprend, c'est... Pour moi, si elle a tenu le coup, en fait, c'est pas pour rien. Donc, c'est pas moi qui devais la sauver. En fait, si elle était là, c'était pour me sauver moi, en fait. Et du coup, je me suis dit, voilà, déjà, elle a subi, en fait, déjà, quand elle était dans mon ventre, hors de question qu'elle subisse une fois là à la maison. Donc, voilà, je me suis fait Elle était là pour la sauver, mais vous vous êtes dit, je vais la prendre, je vais la protéger. Voilà, donc j'ai dit encore une scène devant elle, non, je pars. Et effectivement, cette scène est arrivée. Et vous avez décidé de partir, et vous avez décidé un peu plus tard de porter plainte également. Ouais. Et pour prouver que ce que vous aviez subi était bien réel et savoir si vous étiez la seule victime de cet homme, Nadège, vous entrez en contact avec une ancienne compagne de Louis, Vanessa, avec qui il serait sorti peu de temps avant vous. Vanessa qui va aussi nous rejoindre en direct dans un instant sur ce plateau parce qu'elle a vécu en fait le même enfer que vous. Et les deux jeunes femmes vont être abasourdies en découvrant que leurs histoires sont similaires. Entendue par la police après sa plainte pour viol conjugal, Nadège raconte aux enquêteurs qu'au moment de sa rupture, elle a pris contact avec Vanessa, une ancienne compagne de Louis. Et Vanessa, elle aussi, aurait subi les affres de ce pervers manipulateur entre 2008 et 2010. La police décide alors de l'entendre. On a eu une enquêtrice, là pour le coup c'était une femme en plus de ça, qui m'a posé la question, mais est-ce que vous étiez forcée sexuellement? J'ai dit ah bah oui, tous les jours. Elle m'a dit, vous savez que ça s'appelle le viol? Vanessa rencontre Louis en juillet 2008. Elle est courtière en assurance en région parisienne. Elle a 30 ans, lui 35. Elle aussi est touchée par cet homme qui lui parle de son fils, âgé de 10 ans, et atteint d'un cancer en phase terminale. Au départ, la relation se passe bien. Mais Vanessa ne tarde pas à découvrir un homme excessivement jaloux et abusif. Son quotidien devient un enfer, ponctué de viols et de coups. Il n'y a pas de mots là-dessus. Ça faisait partie du quotidien d'avoir toujours sa quiquette dans la bouche alors qu'on ne voulait pas. En octobre 2008, elle porte plainte pour violence. Louis écope de 6 mois de prison. Mais au même moment, Vanessa découvre qu'elle est enceinte. Louis la supplie de garder l'enfant. Elle accouche alors d'une petite fille en juillet 2009. Et alors même qu'elle se trouve encore à la maternité, Louis, sorti de prison, abuse d'elle une fois de plus. Moi, je me voyais mourir de tristesse avec cet homme-là, voire même me foutre en l'air. Alors que j'étais la femme forte, justement, que j'étais. Eh ben non. Il démonte, il détruit. C'est pour protéger sa fille que Vanessa va finalement prendre son courage à deux mains et quitter une bonne fois pour toutes cet homme. Mais elle sait, à l'époque, que Louise va probablement la remplacer par une nouvelle victime. Retour en direct sur le plateau de Crimes et Faits divers, la quotidienne. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints en direct sur ce plateau aux côtés de Nadège. Oui. Vous êtes donc la deuxième victime de Louis et vous allez nous raconter dans un instant comment cet homme, à vous aussi, vous a fait vivre l'enfer. Et puis vous entendrez également l'histoire de Christelle. C'est la troisième victime de cet homme. Des faits qui se sont passés entre 2003 et 2006 alors qu'elle n'avait que 18 ans. Ces femmes ont décidé de parler, de briser le silence. À elles trois, elles se sentent plus fortes. Nadège, Vanessa, Christelle, on fait une courte pause et on se retrouve juste après, en direct avec elle. À tout de suite. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec la suite de notre émission exceptionnelle consacrée à l'histoire de ces trois femmes, trois survivantes d'un même homme, Louis. Il est leur ex-conjoint, mais surtout la source de leur souffrance. Il y a quelques instants, vous avez entendu Nadège nous raconter l'enfer qu'elle a vécu et comment elle a décidé de prendre les choses en main et de retrouver les ex-compagnes de Louis. Et parmi elles, il y a Christelle, dont vous allez entendre l'histoire dans un instant. Mais auparavant, il y a eu Vanessa, qui nous a rejoint juste avant la pause. Vanessa, vous étiez la compagne de Louis avant Nadège, qui est à côté de vous. Vous n'aviez, vous, jamais soupçonné au départ la violence de cet homme? Oui et non.
Alors, comme c'était quelqu'un d'assez bruyant, enfin moi je l'ai rencontré dans le cadre d'une sortie, donc ça faisait un peu la fête autour d'un... En juillet 2008. C'est ça. Et c'est quelqu'un qui parle très fort, enfin voilà, qui s'exprime comme ça beaucoup, avec beaucoup d'énergie. Donc pour ma part, c'est pas quelqu'un que j'appréciais de suite. La forme de violence, ça passe aussi par la parole, par la façon de parler, le parler cru. Et il peut parlait avoir très cru. Assez. Mais quand vous l'avez rencontré, je crois qu'il était sous surveillance électronique. Il avait Oui, un alors bracelet justement, électronique. très rapidement, il m'a expliqué qu'il avait un bracelet suite à une bagarre, mais dans un bar. Donc voilà, c'était bagarre dans un bar. Bon, je suis pas allée chercher plus loin. Vous apprendrez plus tard que c'était pas ça. Oui. J'ai appris lors de la... En fait, j'ai porté plainte pour des faits de violence par la suite. Et lors de l'audience qui a eu lieu donc le lendemain, j'ai appris son palmarès, on va dire. Vous aviez appris qu'il avait déjà été violent avec des femmes. Vous, quand vous le rencontrez, qu'est-ce qui vous plaît en lui? Alors, c'est pas de suite. C'est... Comme Nadège, d'ailleurs. Oui. En effet, oui. C'est quelqu'un qui peut se montrer assez sympa. Bon, nous, on était un peu dans l'ambiance fête pendant le démarrage de notre relation, donc voilà. C'était plus facile. Et puis, il m'a beaucoup amadoué aussi avec l'histoire de son fils. Son fils qui avait un cancer. Qui avait le cancer, voilà, que j'ai rencontré une fois d'ailleurs. Et forcément, on regarde autrement la personne, quoi. Et est-ce que c'est le même scénario que celui que nous a raconté Nadège? C'est-à-dire qu'au départ, il est sympa, il est agréable, il vous dit que vous êtes la plus belle, oui, qu'il veut faire sa vie avec vous. Ah oui, oui, complètement. Et à un moment donné, ça bascule. Ça bascule. Moi, pour ma part, les premiers faits ont été un peu compliqué. Je buvais un verre en terrasse avec un copain homo, je le précise, parce que bon, après, on se rend compte que c'est quelqu'un de très jaloux. Et du coup, lui devait rentrer à cause de ce fameux bracelet. Et je lui dis, je prends ma voiture et puis je te rejoins. Ce qui me paraissait assez... on venait de sortir ensemble, quoi, je veux dire. Ça faisait pas des années, je suis pas pieds et mains liés, pour moi, à l'origine, dans une relation. Et puis finalement, quand je suis rentrée, pour récupérer mes clés, j'avais encore mon appartement. Là, les coups ont commencé. Je me suis vite sauvée. Et au matin, donc il ne pouvait pas sortir de son domicile, au matin, il a cogné à ma porte, tambouriné comme un fou. Et là, ça a été le drame. Qu'est-ce qui se passe ce matin-là? Des faits de violence et des viols. Il vous a violé? Ouais. Il voulait vérifier si je ne sentais pas la capote. Donc voilà. C'est ce qu'il disait en fait. C'était ses propos. Comment vous le vivez ce jour-là? Mal bien évidemment, mais je veux dire, dans votre tête, vous vous dites, je ne veux plus jamais le revoir, c'est terminé? Tout est mélangé en fait. Je veux l'éviter, j'en ai peur. Du coup, j'ai commencé à avoir peur. Et en même temps, il ne vous lâche pas. Il m'a fait sortir de suite. Enfin, on n'a pas de temps de moments de réflexion. On peut pas. On est dans le vif tout le temps, quoi. Nadège, on retrouve cette emprise comme sur vous, il est toujours là. Et en fait, on ne peut même pas réfléchir, en fait. Non, il y a une pression permanente, en fait. Déjà, il est imprévisible. Et il y a une pression permanente, en fait, du matin au soir, en fait. Et même la nuit, parce que il y a les viols aussi qui se passent la nuit. Hein, mais il y a une pression, c'est un mélange de t'es la femme de ma vie, qui vous salit, à pute, à crasseuse, à sac à sperme. La surveillance était constante. J'avais pas le droit, moi, exemple, de fermer la porte des toilettes. Il fallait que je la laisse entrouverte. Il suffit que je regarde la télé. Il y a des hommes à la télé. Et il va dire, j'en suis sûr que tu es en train de mouiller devant la télé. Et puis, il vous met la main dans la culotte pour vérifier. Et vous faisiez pareil, Vanessa? Ça, c'est tout exactement le même. Ah oui, j'avais le droit à des journalistes, à des émissions télé. Parce que vous regardez la télé, vous regardez ces journalistes, c'est ça? Oui, pour lui, je matais complètement. Mais les viols se sont reproduits à plusieurs reprises? Ah oui, moi j'ai eu plusieurs scènes en effet. J'ai eu une autre scène, alors pareil, la salle de bain, il fallait tout le temps qu'elle soit ouverte. Là, je sais plus, je sortais de ma douche et j'étais indisposée. Et il y avait un petit couloir en fait qui servait aussi de petite cuisine.
Et là, ça a été assez violent, pris par derrière, par surprise. J'avais beau pleurer, lui demander d'arrêter, ça l'arrêtait pas en fait. Il se servait. Vous étiez des objets, en fait. On le comprend après, plus tard, quand on commence à en parler, disons. Sur le moment, ça fait partie entièrement de la relation. Une relation avec des insultes, on est rabaissé, et en même temps on est mis sur un piédestal à certains moments, on sait plus. Je crois qu'on réfléchit en effet plus vraiment par nous-mêmes. En octobre 2008, vous avez porté plainte contre lui. Il a écopé de 6 mois de prison. Oui, ça tout à fait. Il avait 6 mois plus 6 mois de sursis. Et donc c'est lorsque j'ai porté plainte que j'ai appris que c'était pour Christelle, justement, qu'il avait ce bracelet. Alors, personne n'a vraiment compris, mais j'ai appris aux urgences parce que j'avais le visage complètement tuméfié, l'œil gorgé de sang, les cheveux qui partaient en lambeaux. Enfin, on m'avait mis une minerve, etc. Mon père m'a emmené aux urgences et j'ai demandé discrètement au médecin s'il pouvait faire une prise de sang et vérifier si j'étais enceinte. Je ressentais. Vous le sentiez. Je le sentais, oui. Vous le sentiez. Et donc j'ai appris aux urgences que j'étais enceinte. Donc c'était un peu le coup de massue. Il fallait passer au procès le lendemain. C'était une comparution immédiate. Et du coup, personne n'a vraiment compris, mais j'ai fait le choix, suite aussi à beaucoup de demandes de la part de sa famille, parce que sa famille aussi rentre en contact. Et du coup, j'ai décidé d'aller le voir, moi, et demander un Vous allez le voir en parloir. prison. Et ça, certains de ma famille n'ont pas compris, ce qui est normal. Et finalement, c'était pas. Je me suis enfermée en même temps que lui, je dirais, parce que déjà, il a réussi à me convaincre. Bon, j'avais plus de travail non plus, donc déjà pas beaucoup de revenus. Mais vous espériez qu'il change, en fait. Ah, toujours. Surtout que quand j'étais enceinte, j'ai l'impression que j'étais encore plus amoureuse. Il y a un amour qui s'est créé, qui était au-dessus de celui que j'avais en temps normal. Alors peut-être que j'avais de la culpabilité aussi de l'avoir mis. Je pourrais pas vraiment l'expliquer, ça. Alors, il y a, pour vous, Vanessa et Nadège, une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, vous avez dit il faut stopper cet homme, et vous allez découvrir que ce ne sont pas les seules conjointes de Louis à avoir subi des violences. L'homme a reproduit le même schéma avec quasiment toutes ses compagnes, à commencer par Christelle, qui a fait la rencontre de Louis alors qu'elle n'avait que 18 ans. C'est la 3e femme, le 3e témoignage. Afin de savoir si Louis a fait d'autres victimes, les enquêteurs fouillent dans son passé sentimental. Ils recueillent alors les confidences d'une 3e ex-conjointe, Christelle, 33 ans. Contactée par la cellule d'enquête, la jeune femme se replonge alors avec horreur dans sa relation avec cet homme, avec qui elle était en couple de 2003 à 2006. 3 ans d'enfer, de viol et de coups. Christelle a 18 ans lorsqu'elle rencontre Louis en région parisienne. Né au Portugal d'une fratrie de 5 enfants, Louis a grandi dans les Hauts-de-Seine. Il abandonne les études très jeune et tombe dans la drogue et l'alcool et vit du RSA. À l'époque, Christelle et lui vivent dans des conditions extrêmement précaires, dans un box de garage, avec un seau pour leurs besoins. Et surtout, Louis a interdit à Christelle la moindre liberté, contrôlant même jusqu'aux vêtements qu'elle porte. Il la frappe et la viole avec des objets. Isolée à l'extrême, la jeune femme ne vit plus. Louis lui interdit la contraception et Christelle finit par tomber enceinte. Elle accouche d'un petit garçon. C'est ce fils qui lui donnera la force de partir en 2006. Après la rupture, elle porte plainte pour violence. Louis est condamné à 4 mois de prison. Depuis de nombreuses années, Christelle porte le fardeau de cette relation abusive. Elle souffre de stress post-traumatique. Louis l'a changée à jamais, même si depuis, elle a refait sa vie avec un autre. En 2012, après avoir été entendue par les policiers, Vanessa et Christelle, encouragées par l'acte de Nadège, portent plainte à leur tour. Elles ne sont plus seules. Louis est alors mis en examen pour viol sur conjoint et laissé libre
dans l'attente de son procès. Mais alors, comment se déroulera le procès de cet homme qui a vécu dans l'impunité tant d'années? A-t-il fait d'autres victimes parmi ses anciennes conquêtes? Et surtout, Nadège, Christelle et Vanessa réussiront-elles à se reconstruire? Voilà, de retour en direct, et Nadège et Vanessa sont toujours en direct avec nous sur ce plateau. Nadège, c'est vous qui avez contacté Vanessa, vous avez contacté également Christelle dont on vient de parler. Non, Christelle, non. Non, c'est pas vous. Non, Christelle, j'étais au courant, mais je ne l'ai pas contactée. Ça, c'est l'enquêtrice de police. Moi, j'ai rencontré justement la maman du petit qui était atteint d'un cancer, qui est décédé en octobre 2010, en fait. Quand Vous avez retrouvé combien de femmes victimes de Louis, vous? Donc, avant la plainte, 2. Tout de suite après ma plainte de violence, donc celle après moi, que j'ai réussi à contacter, qui était encore avec lui. Donc je l'ai juste mis en garde, je lui ai dit 2-3 mots, parce qu'au début elle me dit l'homme que tu me décris, c'est pas l'homme que j'ai en face de moi. Je lui ai dit écoute, un jour... parce qu'il était là quand vous l'avez contacté. Oui, il était pas là, mais après du coup il a été là dans la seconde, il a pris le téléphone, donc du coup c'est moi qui ai déclenché tout ça, mais du coup je lui ai juste dit... Au total, c'est combien aujourd'hui? Donc on était 8 parce que on était 3 parties civiles plus 5 ex-compagnes qui étaient avec lui, donc pas toutes des mamans. Donc la première c'est sa première femme, donc ça date à 28 ans. Et quand on l'a vue la première fois, donc au procès il y a 2 ans, elle avait même pas besoin de parler, qu'on sentait elle était terrorisée, c'était horrible. Charlotte, comment s'est passé le procès qui a eu lieu très récemment? Alors, il y en a d'abord eu en en 2016, donc pour les viols de Nadège, Vanessa et Christelle, puisqu'il avait déjà été jugé auparavant pour violence. Là, il a écopé de 12 ans de réclusion criminelle. Lui, il a toujours nié catégoriquement. Il a parlé que de relations consenties. Il a fait appel de cette décision. Il a été ensuite remis en liberté pendant une petite période avant le procès en appel, où là, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Donc là, il est aujourd'hui en prison et il est dans l'attente d'un nouveau jugement, puisqu'une nouvelle compagne a à nouveau porté plainte contre lui pour viol et violence. Un dernier mot, Nadège, Vanessa, vous avez des liens aujourd'hui, vous vous parlez régulièrement? Nous deux, oui. C'est comme ma famille maintenant. Ouais. Nos filles sont sœurs, elles savent qu'elles sont sœurs. Elles se voient, elles sont demi-sœurs, mais pour elles, elles sont sœurs, il n'y a pas de demi. Et elles se voient, on essaie régulièrement. Vous vous aidez à tenir toutes les deux? Ah oui, oui. Oui, c'est ce que moi je me dis dans le malheur qu'on a, en fait, il y a des femmes qui vivent ça toutes seules. Nous, qui de mieux que nous, entre nous, à se comprendre. Justement, si vous êtes victime de violences conjugales, je voudrais juste en profiter pour vous donner un numéro de téléphone, Violence Femmes Info. Vous appelez le 39 19, c'est un appel anonyme et gratuit. Merci, Nadège, Vanessa. Merci Beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. C'était un témoignage très fort et j'espère que ça servira pour d'autres femmes peut-être. Qui sont en train de le vivre. Merci beaucoup. C'est la fin de cette quotidienne de Crimes et Faits divers. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, ne manquez pas un numéro.